Merci, Monsieur Modigiro. À présent, avec votre permission, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons passer à la remise symbolique des cahiers de doléances des centrales syndicales. J'appelle la CNTS à venir remettre ces cahiers de doléances. Finalement, c'est la coalition qui va remettre les cahiers de doléances pour l'ensemble des centrales syndicales. Voilà donc la 12e séquence de cette cérémonie de remise officielle des cahiers de doléances avec la centrale syndicale de la CNTS qui remet ses cahiers de doléances au président de la République dans le cadre naturellement. Nous invitons l'UTS à venir remettre ses cahiers de doléances. Nous appelons la CDSA, l'UTLSA et l'UTLSB. Il y a un cadre, hein? Allez-y. J'appelle la COGES, la CDTS, la CGTDS. Ça y est. Donc, c'est le cadre. Hein? Donc, la CFS, l'USDS et l'UNTD.
La CR
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Messieurs les Présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de vous retrouver à l'occasion de la Fête internationale du travail, après une année de pause due à la pandémie Covid-19 qui continue, hélas, de bouleverser notre quotidien. En effet, l'année dernière, dans un bel élan de solidarité et de patriotisme, vous aviez gracieusement renoncé à la traditionnelle remise des cahiers de doléances, étape symbolique de la fête annuelle des travailleurs. C'est une formidable leçon de civisme que le mouvement syndical a ainsi donnée devant la nation. Je tiens donc, devant la nation, à vous remercier, à saluer et magnifier ce geste d'une grande élégance citoyenne. Vous avez ainsi montré, s'il en était besoin, que les travailleurs font corps et âme avec la société, qu'ils en sont l'émanation et en ressentent les pulsions profondes. En tenant compte des contraintes liées à la pandémie, nous revenons aujourd'hui à la tradition qui célèbre le monde du travail, son histoire, ses aspirations et sa vocation légitime de protéger ses droits. Voilà qui nous renvoie au souvenir des grandes figures du mouvement syndical sénégalais, d'hier et d'aujourd'hui. Je voudrais me joindre à vous pour leur rendre un vibrant hommage et saluer la mémoire des disparus parmi eux. Toutes et tous ont en commun la quête du bien-être des travailleurs dans un cadre souvent complexe et en mutation continue. Les difficultés de l'environnement du travail sont davantage exacerbées, et vous l'avez rappelé, par l'impact inédit de la pandémie Covid-19, une crise majeure à la fois sanitaire, économique et sociale. Assurément, quand l'activité économique est au ralenti, voire à l'arrêt, quand l'outil de travail est menacé dans son existence, c'est le travail lui-même qui est en péril. Ce sont les travailleurs et leurs familles qui sont exposés à la précarité sociale et à la paupérisation. Les statistiques le montrent clairement. Pour ne prendre qu'un exemple, selon la publication de janvier dernier de l'Observatoire de l'OIT consacré à l'impact de la pandémie Covid-19 sur le monde du travail. En 2020, 8,8% des heures de travail au niveau mondial ont été perdues en comparaison au quatrième trimestre 2019, ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein. Les pertes en heures de travail pour 2020 ont été environ 4 fois plus importantes que pendant la crise financière mondiale de 2009. On voit bien l'impact de la pandémie. Notre pays n'est pas épargné par cette conjoncture morose.
En effet, le rapport de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, publié en mars 2021, sur la situation du marché du travail pour la période de mars 2020 à février 2021. Cette publication indique que tous les secteurs d'activité, soit 1236 travailleurs dans cette période, ont été licenciés par 261 entreprises et 16 517 travailleurs ont été mis en chômage technique par 428 entreprises. Encore que ces statistiques ne reflètent pas la réalité du secteur informel qui occupe une bonne place de l'économie nationale. Mais face à l'impact sévère de la pandémie sur l'ensemble des segments de la nation, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Ainsi, l'État a très tôt mis en place un programme de résilience économique et sociale, financé à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA à travers le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie 19, force Covid. Nous avons soutenu les entreprises, les ménages, la diaspora et différentes catégories socio-professionnelles particulièrement affectées, dont notamment l'hôtellerie, la restauration, le transport, la culture et la presse, entre autres secteurs touchés. Ces efforts, nous les avons consentis alors que l'État était lui-même confronté à une baisse drastique de ses recettes du fait du ralentissement de l'activité économique et à une hausse exponentielle de ses charges, notamment les dépenses liées à la santé. En outre, j'ai tenu à assurer la protection particulière du travail et des travailleurs contre les effets de cette pandémie qui rend l'emploi encore plus précaire. Ainsi, dans le cadre de la loi d'habilitation adoptée en mars 2020, j'ai pris l'ordonnance numéro 001-2020 du 8 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique pour maintenir autant que possible les emplois pendant une durée de 3 mois et garantir une rémunération aux travailleurs en chômage technique. Je tiens à saluer ici la contribution des partenaires sociaux, employeurs et employés confondus, à la mise en œuvre de l'ordonnance du 8 avril 2020 qui nous a permis de préserver des emplois et de limiter les pertes du pouvoir d'achat des travailleurs dans un contexte économique particulièrement difficile. C'est dans le même esprit que j'avais engagé le gouvernement en décembre dernier à initier un projet de pacte de stabilité sociale et de relance des secteurs du tourisme et des transports aériens. Et je me réjouis aujourd'hui de la signature de ce pacte le 20 avril dernier. À ce titre, l'État a déjà dégagé une enveloppe de 50 milliards de francs CFA pour soutenir la résilience et la relance des entreprises touristiques et 25 milliards pour appuyer les transports aériens. En réalité, nous sommes à 45 milliards pour les transports aériens. Je rappelle également qu'à l'occasion de la fête du 1er mai 2019, nous avions relevé les progrès réalisés en matière de dialogue social et de négociation collective matérialisés par la signature de conventions collectives dans les secteurs de la presse, de l'enseignement privé et de la sécurité privée. Depuis lors, et je m'en réjouis, d'autres instruments conventionnels tout aussi importants ont été signés, notamment la convention collective du secteur du pétrole et du gaz, le 2 août 2019.
la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle du 30 décembre 2019 et la revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé à compter du 1er janvier 2020. À ces progrès s'ajoute le processus déjà avancé de ratification de 4 instruments internationaux relatifs à la sécurité et à la santé. Je me réjouis également des évolutions positives notées par la récente dernier cahier de doléances pour des secteurs dont ceux de l'éducation, de la santé et des collectivités territoriales. Je reviendrai à la fin sur quelques interpellations qui ont été faites pour vous apporter quelques éclairages. Alors je félicite tous les partenaires sociaux, les services de l'État, le ministre du Travail à la tête, et le Haut Conseil du dialogue social, dont j'ai reçu le rapport 2017-2019 hier. Je félicite donc tout ce monde pour la contribution à la réalisation de ces acquis fermement indispensables de la stabilité du climat social. Mesdames et messieurs, toutes ces synergies positives signifient qu'entre l'État, l'entreprise et les travailleurs, les intérêts et les rapports ne doivent pas être toujours considérés comme divergents, voire conflictuels. Ils sont aussi complémentaires et solidaires. D'où la nécessité de privilégier le dialogue pour des compromis inclusifs et dynamiques. C'est la meilleure façon d'assurer le progrès économique et la protection sociale. L'un et l'autre vont de pair. Nous avons tous, État, patronat et travailleurs, la responsabilité commune de poursuivre le dialogue et faire toujours plus et mieux afin de promouvoir le travail décent et la justice sociale pour tous. Le gouvernement y reste entièrement disposé. Soyez donc assurés que, pour ma part, le social restera toujours au cœur de mes priorités, parce que vos préoccupations sont aussi les miennes. Derrière chaque travailleur, je vois en effet une famille à nourrir, à soigner, à loger, à éduquer. Au-delà de la famille, je sais que chacun et chacune de vous remplit aussi une part essentielle du contrat social qui nous unit les uns aux autres, suivant nos traditions fortement ancrées de solidarité et de partage. Chers partenaires du monde du travail, ce moment de retrouvailles doit aussi être pour nous un temps de réflexion prospective. À l'ère des échanges effrénés et des interdépendances de plus en plus marquées, nous devons certainement réfléchir sur les voies et moyens de moderniser notre législation du travail pour l'adapter aux mutations et aux périls transfrontaliers qui pourraient surgir dans le futur. La pandémie Covid-19 nous a surpris par sa brutalité et son ampleur. À l'épreuve du temps, nous apprenons à vivre et travailler en présence du virus. Ainsi, là où c'est possible, le télétravail s'offre comme solution. Le futur du travail dans sa diversité se dessine sous nos yeux. Voilà pourquoi nous devons anticiper, faire preuve d'ingéniosité, repenser notre formation professionnelle et technique et notre rapport au travail pour nous préparer aux aléas du futur. Sous cet angle, je vais revenir également sur certaines doléances. Ce défi nous interpelle tous
État, employeurs et employés, parce qu'il s'agit en définitive de rendre notre pays plus performant et moins vulnérable aux convulsions extérieures. Mesdames et messieurs, en ce jour marquant la fête du travail, j'ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui en cherchent, en particulier les jeunes. La problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes est au cœur des tâches permanentes que j'ai assignées au gouvernement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Cela a été créé depuis le mois de janvier 2021. J'ai voulu par là fédérer dans un cadre unique toutes les politiques publiques en matière d'emploi et d'employabilité pour qu'elles soient mieux harmonisées et plus efficaces. Le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion économique des jeunes, Xëyu Ndaw ñi, issu du Conseil présidentiel du 22 avril dernier, va dans le même sens. Et je rappelle qu'entre autres décisions du Conseil, le gouvernement relèvera de 1 à 15 milliards la subvention à la convention État-employeur, qui sera élargie à la filière agricole afin de contribuer à notre politique d'autosuffisance alimentaire avec comme impact attendu 15 000 emplois au moins à créer. Je réitère également la priorité élevée que j'accorde à la mise en œuvre diligente des conclusions du Conseil présidentiel sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes et leur emploi dans le respect des exigences de justice sociale et d'équité territoriale. Pour l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai aussi à cœur de rappeler la responsabilité individuelle et collective qui nous incombe tous de préserver l'outil de travail, socle et pilier de la paix et de la stabilité sociale. Un célèbre dicton dit que le travail éloigne de nous 3 grands maux: l'ennui, le besoin et le vice. Par conséquent, tout ce qui protège cet outil de travail nous prémunit contre ces 3 grands maux. En revanche, tout ce qui le détruit est une antivaleur fort regrettable, qui aggrave le chômage, met en péril le travail, ruine le travailleur et sa famille et les expose aux épreuves de la vie. Détruire ou fragiliser l'outil de travail sous quelque forme que ce soit n'est pas acceptable, parce que c'est porter atteinte aux moyens d'existence du travailleur et le réduire à l'inactivité. En tout lieu et en toutes circonstances, État, patronat, travailleurs et citoyens, nous avons l'obligation d'être les gardiens vigilants de l'outil du travail. C'est une exigence citoyenne, une responsabilité sociétale et une attitude de bon sens. Vous pouvez, mesdames et messieurs, compter sur moi et je sais pouvoir compter sur vous pour remplir ensemble ce devoir commun. Ensemble, toujours à vos côtés, la main dans la main, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête du travail. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de répondre à quelques interpellations pour peut-être rassurer et préciser pour d'autres cas. D'abord, notre ami, je pense que c'était le Saint-Pix d'abord, mais je ne retrouve pas
Bon, je vais le voir au cours du débat. Bambambo, mes notes là ont disparu. C'est Mahmoud Saleh peut-être qui les a pris. Donc c'est des Bristol comme ça. Il y a quelqu'un qui est contre le Saint-Prix là. Voilà, bon, je vais commencer par la chronologie des interventions. Les préoccupations et les analyses du Saint-Prix à 100%. Si notre pays a reculé dans le classement des grandes démocraties qui protègent la liberté de la presse, ce n'est pas du fait du gouvernement ou de l'action de l'État. C'est principalement dû aux agressions dont sont victimes les journalistes et les maisons de presse. À l'occasion d'événements malheureux, les gens ont voulu en profiter pour instaurer un climat de terreur. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je compte sur les professionnels à travers les assises des médias que vous allez organiser pour vous dire que j'attendrai avec beaucoup d'attention les conclusions qui en seront issues. Déjà, le gouvernement a engagé une réflexion et un texte est presque prêt. Nous allons le partager avec vous sur la régulation des secteurs des médias sociaux. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Donc un texte sera pris, mais il le sera en concertation avec les professionnels pour certainement améliorer, comme vous l'avez dit, la régulation qui est aujourd'hui très faible et pouvoir tout à fait consacrer la liberté d'opinion, liberté d'expression, mais dans le respect de la dignité de chaque citoyen. Il ne faut pas laisser sous l'anonymat du clavier, laisser les gens détruire comme ça les réputations de personnes, de familles, gratuitement, parce qu'on se croit être dans l'anonymat. Donc des mesures seront prises très rapidement sur ces questions. Et nous allons travailler la main dans la main pour accompagner. Vous savez que depuis mon arrivée à la tête du pays, on a quand même ressorti le code de la presse qui était en difficulté depuis des années. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été pris, mais il reste encore des choses à faire. J'ai instruit le ministre de la Communication à nous sortir tout ce qui restait sur le pipe pour que véritablement cet aspect soit pris en charge. Et je demande également au ministre de prendre les dispositions avec l'APS, la nouvelle société, pour instaurer un climat de paix à l'intérieur de la maison et engager la discussion entre la direction générale et les travailleurs pour ne pas laisser la justice trancher. Il doit y avoir des solutions et je vous dirai les orientations dans ce sens. Pour les moyens également, il faut renforcer le budget de l'agence de presse sénégalaise. C'est à l'État de se donner les moyens d'avoir une agence de presse sénégalaise, même si nous ne sommes plus dans l'environnement où l'agence faisait quasiment la propagande pour un régime politique. Mais pour autant, il faut renforcer les moyens de l'APS. Et ça, c'est donc en direction du ministre des Finances et du ministre donc, de la Communication. Et j'attends vraiment les conclusions de vos assises pour améliorer le travail. Alors, notre ami Sidi Ndiaye, FGTSB, je disais, tu devais être A, tu prends le B, c'est pas grave, le A, il est là. Mais en tant que centrale qui prend la parole ici, tu devais être quand même la tendance A, comme nos amis socialistes aimaient avoir des tendances A et B. Alors, les pertes d'emploi. Sidi, vous avez posé beaucoup de problèmes. Beaucoup. Bon, je vais essayer de serrer certains problèmes. Alors, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, je n'y suis pas favorable. Pour une bonne et simple raison. 77% de la population a moins de 35 ans. Moins de 35 ans. 76,7% en réalité.
Donc, on ne peut pas continuer à gérer les seniors, à toujours prolonger leur âge, et donc à retarder l'arrivée sur le marché du travail de cette jeunesse. Donc, c'est ça le problème de l'âge à 65 ans. Parce que c'est au moins 5 années pendant lesquelles vous auriez pu recruter tous ceux qui partent. Donc, il faut qu'on voit bien, pendant que vous vous êtes félicité des efforts qui ont été faits en direction de la jeunesse à travers le Conseil présidentiel. Donc, il faut bien qu'on regarde cette question. C'est vrai que le niveau de vie a beaucoup changé. Les gens vieillissent moins vite. Bon, donc ils peuvent travailler, mais il faut qu'on aménage justement les codes et les statuts. Par exemple, dans l'enseignement supérieur, eux qui sont à 65 ans, ils pourraient, après 65 ans, sortir, et ils deviennent des vacataires ou des contractuels, je ne sais pas. Ça doit être possible. Mais on ne peut pas toujours garder les avantages de la fonction publique et vouloir le perpétuer à vie. Ça pose problème. Donc, pour le reste, je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Vous avez parlé de la signature de décret portant reclassement des techniciens supérieurs. C'est en bonne voie, je vais y revenir dans le détail. Et donc, sur ce point, sur la santé, la liste des personnels municipaux sont en vérification. On ne dit pas qu'ils ne font pas partie. Mais juste, il y a une vérification pour que la régularisation soit effective. Donc, vous l'avez dit vous-même, il y en a qui ont eu 4 mois, d'autres moins. Bon, le ministre de la Santé s'engage à ce que, après cette vérification, que toutes les régularisations soient faites pour les ayants droit. Et on avait payé aux personnels qui sont dans les CTE, dans un premier temps. Maintenant, à un moment donné, on voulait que tout le secteur de la santé puisse avoir la rémunération. Je crois que même à un moment donné, on avait fait un geste de cette nature. Donc, je veux vous rassurer et rassurer les personnels municipaux qui dépendent des collectivités territoriales, qu'ils font partie absolument de ces indemnités. Pour les comités de développement sanitaire, anciennement appelés comités de santé, vous connaissez bien comment ça se passait, hein, les comités de santé, il y avait une clé de répartition qui donnait quasiment toutes les ressources en primes de, comment on l'appelait, des primes de motivation. Motivation, je ne sais pas si on motivait ou pas, mais en tout cas, ces primes-là, tout l'argent partait dans ça. Ça aussi, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu une évaluation qui a été faite pour tenir compte un peu de l'équilibre quand même des établissements de santé. Et les charges de personnel étaient surévaluées sur le premier schéma. Aujourd'hui, la discussion est faite pour que peut-être une nouvelle clé soit appliquée qui tienne compte effectivement des besoins de motivation, mais aussi de l'équilibre financier de la structure, notamment l'entretien même, le nettoiement, etc. Donc, c'est bien suivi. En ce qui concerne les techniciens supérieurs, le décret est presque achevé. Il y a eu une évaluation après de l'impact, une évaluation de l'impact financier qui est autour de 50 millions de francs CFA par mois. Donc ça fait à peu près 600 millions l'année. Ce décret va être présenté peut-être au prochain conseil, hein, pour le faire, parce que maintenant on a fini le schéma et tout a été fait pour qu'il en soit ainsi. Alors, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de risque, là, on me fait dire qu'il y a eu une généralisation de l'application de la nouvelle grille salariale. Ça, c'est au niveau de l'enseignement supérieur, pour les personnels administratifs, techniques et de soutien. Le S, c'est quoi? Et de service, les PATS. Voilà. C'était en janvier 2020. Alors, après cette évaluation. Maintenant, on va voir l'équilibre dans les budgets, parce que vous savez que dans l'enseignement supérieur, presque 95% des budgets vont au salaire. 95%.
Bon, je ne parle pas des bourses et autres. Alors, donc, il faut parachever aujourd'hui la carte universitaire que nous sommes en train de peaufiner et de finir avec la construction de nouvelles universités, USEN, de Kaolack, Matarmbo, ici à Diamniadio, la construction également des ISEP dans chaque région et des espaces numériques ouverts pour l'université virtuelle dans chaque département. Ça, c'est un projet qui a démarré, tout comme nous sommes en train de construire un centre de formation professionnelle dans chaque département, ce qui prendra en charge les préoccupations que vous avez posées. Il faudra dans l'enseignement supérieur renforcer les moyens affectés à la pédagogie et à la recherche. En ce moment même, il y a un projet de 52 milliards qui a été donc engagé pour moderniser l'ensemble des équipements et des laboratoires de tout l'enseignement supérieur. Parce que vous allez dans les facs aujourd'hui, quasiment il n'y a plus rien dans les laboratoires. Donc ça, c'est un projet qui est engagé. Je pense que la procédure de commande publique va être achevée peut-être d'ici une semaine à deux pour engager cette modernisation dans le volet pédagogique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Sur la fonction publique locale, vous devriez quand même préciser que les 23 décrets d'application ont été signés. Ils ont été signés. Alors, par la suite, il y a eu une nécessité de réviser 2 décrets. Le 2011-660 et le décret 2011-662. Le processus de révision de ces décrets a été finalisé. Et aujourd'hui, au secrétariat général du gouvernement, la commission technique s'est déjà réunie. Donc tout est fait et ces décrets devront passer. Donc là aussi, je vous rassure, ce sera fait dans les meilleurs délais. Tout comme le décret portant création du Centre national de gestion de la fonction publique locale. Là aussi, le texte est examiné déjà en comité technique, ce qui fait que c'est des décrets qui vont passer dans, si ce n'est pas ce conseil, c'est le prochain. Voilà. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus. Si c'était ça le cadeau, ou bien c'était pas ça le cadeau. Voilà. Alors, quelqu'un a parlé des crédits DMC, je ne sais plus si c'est vous ou... Voilà. Voilà. Pour les prêts DMC, il faut constater que l'augmentation de l'enveloppe individuelle de 2 à 5 millions a occasionné un afflux important aujourd'hui que l'État ne peut pas satisfaire, très clairement. Parce que nous avons aujourd'hui 37 881 dossiers estimés à plus de 151 milliards de francs CFA. Ça, ce n'est pas possible pour la trésorerie de l'État. 151 milliards pour ces crédits DMC. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, l'État est en train de travailler sur un projet d'externalisation des prêts au niveau des banques, bien sûr, avec prise en compte par l'État des intérêts liés un peu à ces prêts. Mais nous ne pouvons pas immobiliser la trésorerie de l'État pour faire du crédit. L'État n'est pas une banque. Tant que c'était un nombre raisonnable, on pouvait. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la fonction publique est à plus de 154 000 agents. Et donc, le nombre de travailleurs a sensiblement augmenté dans la fonction publique, mais le ministère des Finances travaille avec les banques pour que ce crédit soit fait. D'ailleurs, nous travaillons même pour qu'il n'y ait pas d'apport à payer pour ceux qui travaillent en tout cas et qui ont un emploi salarié, mais même pour les autres, des mécanismes sont mis en œuvre, notamment avec les garanties pour l'habitat, pour qu'on n'exige plus un apport personnel pour les acquéreurs de logements. Donc là aussi, tout est en ordre pour finaliser cette question.
Bon, ensuite, cher Diop, je voudrais vous rassurer pour ce qui concerne Fortesa. C'est une entreprise, évidemment, qui a beaucoup de difficultés. Parce que, d'abord, la production de gaz est très faible à Gadiaga. Malheureusement, ils ont eu un incident grave, parce qu'il y a eu un incendie dans le puits de gaz que Fortesa ne pouvait pas éteindre. Et ça, c'est comme ça dans tous les pays. Il y a 2 ou 3 compagnies au monde qui sont spécialisées. Quand il y a du feu, dans des puits de pétrole ou puits de gaz, ils ne sont pas nombreux, c'est 2 ou 3 dans le monde. Et nous avons fait venir une de ces compagnies qui s'appelle Halliburton, qui a donc travaillé elle-même pendant plus d'1 mois sur le puits avant de réussir à éteindre le feu. Il y a eu donc beaucoup de difficultés qui ont été notées. Donc, si vous voulez, Madame le ministre va suivre la question sur le respect du Code du travail, mais il faut être conscient que cette société risque d'être plus proche du dépôt de bilan qu'autre chose. Donc, parfois aussi, quand la situation est précaire, il faut que les travailleurs accompagnent leurs propres outils. Mais nous sommes sensibles sur la nécessité de respecter le Code du travail et surtout en ce qui concerne les cotisations sociales, mais aussi les paiements de salaires à temps. Ensuite, sur le maintien des emplois dans les entreprises saccagées lors des événements du mois de mars, bon, vous l'avez posé, mais je veux vous dire que dès le 10 mars déjà, dès le 10 mars, donc la semaine qui a suivi, les entreprises les plus impactées ont été reçues par Madame le ministre du Commerce et des PME. Et depuis lors, des discussions sont en cours, d'abord pour faire les évaluations des dégâts. Certaines ont pu reprendre assez rapidement dans le secteur du pétrole, dont la grande distribution, pendant maintenant, ils essaient de se remettre sur pied. Et le gouvernement examinera les différents documents qui nous seront remis par ces entreprises pour voir qu'est-ce qui peut être fait. La fiscalité sur les salaires, ça c'est notre ami Eliman Diouf. Baisse de la fiscalité sur les salaires des secteurs les plus touchés, ce n'est pas possible. Parce que non seulement nous avions, État, fait beaucoup d'efforts l'année dernière et cette année, mais je vais revenir sur la baisse demandée de la fiscalité. Déjà sur la loi de finances initiale 2021, celle qui est en cours, tout comme celle de l'année dernière, 2020, les entreprises du secteur du tourisme, du transport aérien, de la restauration, de la presse, et aujourd'hui, ces efforts ont été étendus aux agences de voyage et aux guides touristiques. Tout ça a été exonéré d'impôts et de taxes et de retenues à la source. Donc les exonérations ont été faites parce que c'est le contexte. Mais quant à la baisse de la fiscalité sur les salaires, au moment où on nous demande d'augmenter presque les salaires, d'augmenter toutes les charges, mais l'État n'a que l'impôt pour pouvoir faire tout cela. Et vous savez que nous ne sommes pas nombreux au Sénégal à payer les impôts. Puisque d'abord, l'emploi salarié, c'est à peu près 154 000, je vous l'ai dit, dans l'administration. C'est grosso modo 300 000 si on majore dans le secteur privé. Donc l'emploi formel, c'est moins de 500 000 personnes au Sénégal. Sur 17 600 000 personnes. Alors, vous voyez donc, si nous voulons passer notre temps à augmenter partout les salaires, à revoir la grille de salaire, le système de rémunération, pour ces 154 000 Sénégalais, mais les autres, c'est 16 millions et quelques, qui eux ne sont pas salariés, mais qui doivent vivre, qui ont aussi un pouvoir d'achat à préserver, qui font de l'agriculture, de l'élevage, qui sont dans le secteur informel, qui sont des chômeurs. L'État doit s'occuper aussi de ces gens. Donc, il faut qu'il y ait de la modulation et surtout une prise de conscience collective sur les limites
que l'État ne peut pas franchir. Parce qu'il n'y a pas que les salariés. Il y a les autres. Et il y a les autres impératifs de sécurité, de défense, etc. De protection sociale. On l'a vu. Donc, c'est vous dire que moi, je suis très ouvert sur vraiment les conditions de travail, mais aussi le pouvoir d'achat. Mais clairement, il y a des limites que l'État ne peut pas franchir, au risque d'être complètement à défaut dans ses propres engagements, et donc de perdre sa crédibilité et ses capacités même de se faire financer, parce qu'il aura dérapé dans ses équilibres. Ce sont des équilibres qu'il faut surveiller de façon permanente, comme le chauffeur surveille pour le volant sur une route tumultueuse. Alors, sur l'hydraulique rurale, il y a une réforme, je pense que ça c'est Eliman aussi. Vous savez qu'il y a une évaluation en cours. Le gouvernement a sélectionné par appel d'offres des cabinets de consultants, un cabinet qui nous déposera le rapport d'évaluation le 15 mai. À la suite de ce dépôt, nous allons prendre les mesures que la situation nous indiquera. Maintenant, on note parfois un refus des usagers de payer leurs obligations. Parfois aussi, c'est peut-être les opérateurs eux-mêmes qui sont à défaut. Donc il faudra une concertation à la suite du dépôt du rapport pour trouver l'équilibre qu'il faut dans l'hydraulique rurale, parce que c'est un secteur extrêmement important. Je crois que l'élément toujours de la CSA avait parlé de la révision du système de rémunération. Les travaux ont donc évolué. Semble-t-il, des propositions vont être faites encore. J'attends. Ce que j'ai dit, c'est que si réviser les conditions de rémunération, c'est mettre tout le monde au niveau de ceux qui ont les plus gros avantages, ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible à faire. Il y a eu des injustices, hein, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses totalement inacceptables dans la fonction publique. Vous avez des gens qui ont les mêmes niveaux de formation, certains ils peuvent payer 2 fois les autres. C'est inadmissible. Voilà. Parce que certains ont des capacités, les ont utilisées et l'État a cédé par moment. L'État cède souvent d'ailleurs, ce qui est malheureux. Dès qu'il y a menace de grève, on va signer n'importe quoi. Après, on se retrouve dans des incohérences comme celle-ci. Où vous voyez aujourd'hui des secteurs entiers qui sont les plus importants. Prenez le secteur de l'agriculture qui doit nourrir le pays, le secteur de l'élevage, les secteurs techniques, la pêche, etc. Dans ces ministères, on a même du mal à avoir des gens qui restent parce que ça n'intéresse plus personne. Hein? L'administration du travail, vous avez raison. Il y a plus personne ne veut rester parce que les salaires sont misérables. Pendant que des collègues à eux, qui ont aussi peut-être du mérite, mais peuvent les payer 3 fois. C'est inadmissible. Mais comment régler la question? Moi, j'attends des propositions, des solutions. Parce que si la loi permettait de raboter des salaires, on coupe un peu au sommet, on augmente un peu, on va retrouver un équilibre, mais on ne peut pas. Il y a le droit acquis, blabla, donc si on va au tribunal, on est perdant. Donc, comme on ne peut pas baisser ceux qui sont très hauts, eh bien, il faut voir comment ceux qui sont plus bas peuvent évoluer en fonction des capacités du pays. Encore une fois, il ne s'agit que de 154 000 personnes sur 16 700 000. Donc, il faut quand même tempérer les ardeurs, même si c'est légitime hein, que ceux qui sont dans une même administration puissent quand même avoir des situations semblables, ou voisines tout au moins. Donc moi j'attends les propositions, je vois qu'il y aura un équilibre, ratio masse salariale sur les recettes. Et si on arrivait aussi à mobiliser plus de recettes, plus d'impôts payés, là on pourrait augmenter.
Mais on ne peut pas baisser, tout le temps exonérer les impôts, baisser la fiscalité et vouloir augmenter les salaires. C'est-à-dire que c'est antinomique. Voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble de façon appropriée. Sur la dématérialisation, vous avez salué l'exemple de la solde, je m'en réjouis. Mais la fonction publique est en train de finaliser la deuxième phase de sa plateforme électronique qui va être effective pour pouvoir prendre en charge tous les actes restants, y compris la signature électronique et la sécurisation aussi de tous ces documents pour éviter la fraude et lutter ainsi contre les lenteurs. À ce niveau, nous sommes tout à fait en phase avec vous sur la nécessité d'accélérer et de moderniser l'administration. Donc la digitalisation reste aujourd'hui un impératif. Madame Bossok parlait de Saint-Louis-Ndar en train à Rigoni. Bon, maintenant il n'y a même plus de rails entre Saint-Louis et Louga. Les gars ont enlevé les rails. Mais moi je travaille sur un axe. Et je veux qu'on sache que mon engagement c'est cet axe. Moi c'est l'axe Dakar-Tamba. Voilà. Là-dessus, nous sommes assez avancés et en ce moment même où je vous parle, nos partenaires canadiens qui sont intéressés, et ça avance bien, sont à Dakar pour finaliser leur offre technique et financière. Et ça, c'est attendu au plus tard à la fin mai. Ça veut dire, notre objectif, c'était déjà de réhabiliter la voie afin que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse reprendre au moins ce trajet jusqu'à Tamba et puis après continuer vers Bamako parce que c'est une continuité. Maintenant, les autres axes, nous avons, en dehors du TR, le TR aussi, je veux vous dire, j'en profite pour en parler, c'est un projet moderne, mais un projet de haute technologie, qui n'est pas un train à vapeur, ni un train classique de diesel, etc. C'est un train à grande vitesse, qui fait 160 km à l'heure, donc déjà sa voie doit être totalement étanche. Il y a des moutons qui traversent ou quelqu'un qui a une charrette, c'est pas possible. Donc ça, on a fini ce travail. Il a mis du temps. Il fallait aussi mettre tous les ponts, les autoponts, pour que les populations puissent continuer à vaquer dans leur localité sans que ce rail ne crée une division de fait. Et nous avons tenu à ce que chaque 300 mètres qu'il y ait un pont ou une passerelle. Ça nous a permis d'avoir plus de 18 ponts et passerelles sur Dakar-Diamniadio. Justement, ce travail a contribué aussi à retarder la situation actuelle, parce qu'en fait, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui. La finalisation les passerelles, je crois, sont terminées. Il y a les gares de Thiaroye, la gare de Keur-Mbaye-Fall et la gare de Diamniadio. Et tant que ces gares ne sont pas complètement terminées et restituées, le trafic ne peut pas commencer. Évidemment, il y a des validations pour la certification et tout. Les gens sont déjà formés. Les trains circulent la nuit pour faire les tests qu'ils font. Mais on ne peut pas engager l'exploitation commerciale, mettre les gens dans un train alors que toutes les garanties ne sont pas. Ça, on ne le fera pas. Mais j'ai donné comme indication de toutes les façons d'ici la rentrée, en tout cas avant la fin de cette année, que l'exploitation commerciale puisse démarrer. Il y a beaucoup de défis techniques et technologiques, mais c'était le choix que nous avions fait. Et croyez-moi, quand ce train va commencer, nous allons oublier tous ces obstacles. Et il y a eu aussi beaucoup d'impact. Hier nuit encore, je parlais au ministre des Finances, nous avons 1800 personnes à reloger dans le pôle urbain de Lac-Rose, puisque les ponts, les échangeurs qui ont été faits, ça c'est pas le rail, mais ça a impacté les marchés, le marché de Thiaroye, etc. On a traversé quand même les zones les plus populeuses de Dakar et du Sénégal. Yeumbeul, Thiaroye Gare, etc. C'est des zones difficiles. Ça a été géré de façon plus ou moins convenable, avec la participation des populations. Et l'État a beaucoup dépensé, presque 100 milliards, rien que sur les impôts.
presque 100 milliards. Donc, le TR est en bonne voie, le BRT aussi. Et maintenant, ce que faisait le petit train bleu, malheureusement, ça c'est le TR qui va le faire. Donc, le TR ne peut pas cohabiter avec le PTB, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, nous avons gardé toujours une ligne métrique qui est à côté, qui permettra au Grand Train du Sénégal, qui est l'autre société, qui va, elle, voir si elle peut faire, elle peut aller à Tivaouane, elle peut aller à Touba, elle peut aller à Louga, etc. Ça, c'est les grands trains du Sénégal. Donc, si vous voulez, vous avez le TR, vous avez les grands trains du Sénégal, qui va être un train métrique, classique, mais qui pourra faciliter le transport de marchandises et de personnes à l'intérieur du Sénégal. Mais je vous rassure aussi que quand même les travailleurs du PTB, même s'ils ne travaillent pas, ils sont quand même payés. C'est vous dire qu'on est très sensible à la situation des travailleurs. Et ça, il en est ainsi d'ailleurs souvent dans des situations comparables. Sur la Poste, je voudrais vous dire que nous avons fait beaucoup d'efforts pour sauver la Poste. Et le montant de la rémunération du service public a presque été doublé cette année, qui est passé de 1,3 milliard à 2,6 milliards. Sur la dette liée au paiement antérieur des bourses de sécurité familiale, parce que nous passons par la Poste, là, cette année, on a régularisé déjà l'année 2020 complètement, et sur 2021, déjà 7,6 milliards ont été versés à la Poste pour qu'il n'y ait plus de difficultés, que la Poste n'utilise pas sa trésorerie. Et un second paiement est en cours, donc certainement très bientôt, le ministère des Finances va le payer. S'il y a un reliquat, avec la loi de finances rectificative en cours, on pourra prendre en charge. Donc pour la Poste, vraiment, les choses sont bien en point. Et maintenant, la Poste, elle est rattrapée par la technologie. Parce que qui écrit maintenant des lettres et cherche des enveloppes? Depuis 10 ans, certainement, madame, vous n'avez pas envoyé un courrier par la Poste. C'est ça. Avec le mail, avec toutes les technologies, les réseaux sociaux, les gens ne communiquent plus comme avant, comme il y a 50 ans, 60 ans. Donc, il faut que les mutations se fassent. Et la Poste peut bien s'adapter, hein, puisqu'il y a des métiers nouveaux. Mais télégraphe, personne ne sait plus ce que ça signifie. Mandat, je ne sais pas quoi, mandat lettre, mandat nangam, etc. C'est fini ça. C'est fini, ça c'est le monde qui a évolué. Donc il faut qu'on accompagne la Poste dans sa mutation technologique. Voilà. Elle peut parfaitement travailler dans beaucoup de choses, dans le domaine même bancaire et dans d'autres secteurs, parce qu'elle a des atouts, elle a la représentation spatiale, territoriale. C'est pourquoi on lui a confié le paiement des bourses de sécurité familiale. Donc soyez rassurés que nous serons toujours aux côtés de la Poste. Mais évidemment, il faut qu'on maîtrise les effectifs aussi. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle du travail par intérim, ce que je veux faire comme commentaire, c'est que de plus en plus, même pour les entreprises publiques, les gens ils vont vers l'externalisation. Vers l'externalisation, ça ne veut pas dire qu'on élimine le travail, non. Mais il faut accompagner ceux qui font l'externalisation. C'est-à-dire, s'il y a des GIE, il faut les former professionnellement, les encadrer et leur donner le boulot que l'entreprise faisait faire par elle-même. Vous allez dans les hôpitaux. Est-ce qu'un hôpital a besoin d'avoir des centaines de personnels chargés de la restauration, du nettoiement? Ce n'est pas la vocation de l'hôpital. Ces personnels, on peut les organiser en GIE, leur donner le marché. Il faut que le boulot soit fait. Il faut que les hôpitaux soient nettoyés. Il faut que la restauration soit faite. Donc c'est ça. Il faut aussi que dans nos mentalités, on évolue.
ne peut pas rester où vous avez une entreprise qui fait tout en même temps et qui le fait très mal. Ça va accompagner notre ambition de développement. Si nous voulons une industrialisation de notre pays, donc des emplois, il faut que les mutations qu'entraîne cette industrialisation soient intégrées et prises en charge aussi par les travailleurs et par le patronat. La modernisation de l'outil, ça c'est le patronat, la modernisation, l'investissement sur l'outil, la formation continue, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne travaille avec la force. Il y a toujours des outils. Donc il faut que les gens investissent. Alors, donc, je vous rassure que nous veillons sur le respect du Code du travail, mais la contractualisation fait partie également des outils modernes. Les gens se concentrent sur leur cœur de métier, le reste, ils font faire et ils payent. Ils font faire et ils payent. Donc, ceux qui font ça sont responsables. Soit c'est des groupements de travailleurs qui s'organisent, qu'on accompagne, et ils deviennent entrepreneurs eux-mêmes. Je pense que c'est ça l'esprit aussi. Bon, ça peut ne pas arranger les syndicats, parce qu'après c'est moins de travailleurs à syndiquer, mais ils deviennent des patrons pour eux-mêmes. Mais je pense qu'on va aller vers cette direction de plus en plus, parce que vu les impératifs qu'ont les entreprises, les ratios qu'on leur fixe, elles-mêmes sont obligées quand même d'améliorer leur gestion. Et je pense que c'est pourquoi j'ai suivi le débat entre Sénélec et un certain nombre de prestataires qui demandent à être recrutés. Ils ont 8000 personnes. Comment la Sénélec peut recruter 8000 personnes aujourd'hui? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de courant. Elle va être en faillite. Ce n'est pas possible. Disons-nous la vérité. Par contre, j'ai dit au DG de Sénélec, organisez les GIE, accompagnez-les dans la formation et donnez-leur le plus d'emplois que vous pouvez libérer pour qu'ils puissent effectivement avoir de l'activité à plein temps et qu'eux aussi s'organisent pour payer pour leurs associateurs, la retraite, etc. C'est une question de concertation et de discussion qu'il faut avoir. Mais l'embauche n'est pas une solution, parce que c'est une fausse solution. Sénélec ne pourra jamais, parce qu'elle va passer son temps à dire je suis en déficit, que l'État paye, il y a des limites dans ce que l'État peut faire. Il y a des années, on est allé jusqu'à 250 milliards de subventions. Ça aussi, ce n'est pas tenable à long terme. Donc voilà ce que je voulais dire, pour quand même me réjouir de l'état d'esprit qui anime nos centrales syndicales. Je me réjouis vraiment du climat de dialogue entre les travailleurs, l'État et le patronat. Et j'insiste pour que le cadre de concertation soit un cadre dynamique et permanent. Et le Haut Conseil du dialogue peut jouer un grand rôle. D'ailleurs, j'ai demandé et instruit que des secteurs comme l'enseignement supérieur, l'éducation, puissent développer, et la santé, vraiment des cadres internes de dialogue permanent, mais également qu'avec le patronat, qu'on puisse signer toutes ces conventions collectives afin également de préserver l'emploi décent. Voilà les quelques commentaires que je voulais dire. Ah, il reste Médis, j'allais oublier. Pour Médis, c'est réglé. Ça a pris du temps un peu, parce qu'il y avait quand même des réglages à faire. Bon, mais malgré les insuffisances, nous avons décidé de mettre l'argent. Parce que là aussi, c'est l'État qui devait mettre presque 3 milliards pour que l'activité reprenne. C'est signé, ça va être fait. Donc ça, c'est un problème réglé. Vous pouvez considérer qu'il est derrière nous. Alors, une convention collective dans le secteur de l'agriculture, oui, moi je pense aussi. On avait créé le salaire minimum, le SMAG, salaire minimum agricole garanti. Donc c'est déjà fait, mais il faut que le secteur agricole soit mieux encadré, mieux accompagné, tout comme le secteur de l'élevage. Vous avez parlé des difficultés des fonctionnaires dans ce secteur, et je le partage. Le code pastoral, tout ça, je pense, c'est dans le circuit. Et le système de rémunération, naturellement, j'en ai parlé. L'intérim,
Et l'éternel appel au respect des accords, là aussi, je pense que vous avez raison. Quand on signe un accord, il faut le respecter. Quand on ne peut pas respecter, il ne faut pas signer. Moi, je l'ai dit à mon gouvernement, mais s'il y a grève après, c'est pas la fin du monde. Moi, je préfère faire face à une grève que signer un accord que je ne vais pas respecter. Je préfère. Donc, il faut discuter. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Mais ce qu'on ne peut pas faire, on n'est pas obligé de le faire. Même s'il y a de la résistance et de la tension. Et ça, je pense que c'est clair maintenant qu'ils ne peuvent pas signer des choses qu'ils ne peuvent pas respecter. Maintenant, ce qui est signé, il faut essayer de tout mettre en œuvre, parce que c'est ça aussi la crédibilité de l'État. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes... Parce que là, c'est vous qui êtes interpellés, hein, ce n'est pas le président. Le président va juste vérifier et veiller à ce qu'il en soit ainsi. Alors, pour Mbebes, vous avez raison, ça c'est donc Modi Guiro. Mbebes, effectivement, mérite toute l'attention des pouvoirs publics. Nous avons un grand projet qui s'appelle le Promoged. Hein, Promoged, c'est bien ça. Le Promoged, c'est un très grand projet qui va restructurer complètement Mbebes, gérer la décharge et même valoriser les déchets. Donc, on ne peut pas ne pas intégrer ces personnels qui vivent sur le site. Et donc, le ministre en charge du cadre de vie et le ministre de l'Environnement vont tenir compte, puisque normalement, on devrait démarrer ce projet et faire le lancement au mois de mai. Donc, oui, il faut intégrer ces personnels qui sont en Mbebes dans la réflexion et surtout leur trouver des solutions utiles. Sur la sauvegarde et la protection des emplois, nous sommes d'accord. Les prix forfaitaires sur l'eau et l'électricité, non, moi je ne m'engage pas sur ça, parce que nous avons un accès universel que nous recherchons. Aujourd'hui, c'est ça le combat. Il faut que tous les Sénégalais aient accès à l'eau et à l'électricité. Et c'est énormément de ressources. C'est plus de 1000 milliards, 1200 milliards qu'il faut faire d'ici 2024-2025 pour que l'électricité soit partout, que l'eau soit partout, etc. Donc, si on veut commencer par baisser les prix de l'eau, l'électricité, on ne s'en sortira pas, parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans le secteur, il n'y aura pas de financement. Et donc, une minorité qui a déjà cette denrée va demander qu'on baisse, alors que le prix est quand même raisonnable pour les catégories qui peuvent payer. Il y a la tranche sociale, là-dessus, on ne bougera pas. On va toujours protéger vraiment les ménages faibles sur la tranche sociale. Et c'est celle-là qu'on protège surtout. Bon, mais le reste, il faut qu'ils payent un peu le bien. C'est comme l'autoroute, quelqu'un a parlé, c'est madame le péage. Bon. À côté, il y a la route de Rufisque là. Ah, mais si vous ne voulez pas payer, il y a une route alternative. On veille toujours à ce qu'il y ait une route pour ceux qui ne veulent pas prendre l'autoroute. Parce que oui, si tu ne peux pas, tu prends la route. Mais oui, mais parce que tu ne peux pas. C'est comme ça. Mais si tu veux rouler en toute sécurité, sans trou, il y a un prix. C'est comme ça. Mais on veille toujours, hein, on veille sur la régulation, on va regarder. Et surtout, nous venons d'ailleurs de signer, on a renégocié ce contrat de la concession de l'autoroute. Alors, donc, il y a eu quand même des améliorations, mais pas sur le tarif, mais c'est d'abord sur la qualité de l'ouvrage et sur les revenus aussi que le Sénégal peut tirer de ça, et sur l'introduction de 25% au privé sénégalais dans la concession de l'autoroute. Donc, mais on va regarder la régulation du secteur des autoroutes, parce que c'est à réguler pour éviter de... Mais déjà, d'ici 2025, il n'y aura pas de hausse malgré l'inflation et tout. Et ça, c'est déjà acté. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Et nous serons à vos côtés, donc, Modi, avec l'initiative des Nations Unies pour l'adoption d'un fonds mondial pour la protection sociale et tous les autres engagements. Nous serons ensemble. Pour terminer, je voudrais saluer et encourager l'administration du travail
remercier le ministre Sambassi, son administration, la Direction générale du travail et de façon globale toute cette administration qui travaille aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous allons veiller à ce qu'il y ait des dotations en véhicules et aussi qu'il y ait la motivation. Là aussi, mais c'est un problème réel. Hein. Dans l'administration, il y a des secteurs, personne ne veut y aller. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions alternatives en attendant d'avoir un équilibre qui soit durable pour l'administration. Et je remercie aussi le patronat qui est là, qui ne prend pas la parole le 1er mai, mais qui la prend dans les conseils d'administration et les conseils de direction. Mais vous êtes dans le dialogue social avec les travailleurs et l'État. Et en tout cas, je vous encourage à poursuivre ce dialogue et aussi à faire en sorte que le travail décent soit garanti et qu'on respecte l'âge de la retraite. Parce que ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. On ne peut pas quand même transiger sur cette disposition. Il faut que les patrons respectent l'âge de départ à la retraite qui est de 60 ans. Pas 65 ans, pas 55 ans, mais 60 ans. Donc, je compte vraiment sur vous pour que cette question ne revienne plus l'année prochaine et qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que le Sénégal puisse encore marquer des progrès dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travailleurs, des salariés, et bonne fête du 1er mai. Je vous remercie. La séance est levée. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette cérémonie de remise des cahiers de doléances au président de la République à l'occasion, bien sûr, de la fête.